Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire de l'actualité la grogne qui s'accentue autour de l'octroi de mer en atteste ce qui s'est passé ce matin au conseil départemental. Ainsi, après les messages d'alerte et autres avertissements, les chefs d'entreprise ont décidé de passer à l'action ce matin. Ainsi, ils étaient près d'une centaine à s'être réunis à l'hôtel du département pour demander l'annulation de la délibération du 10 décembre dernier. C'est-à-dire Galam est en réunion actuellement au conseil départemental. Peut-être nous rejoindra-t-il pour nous en dire ce qui en est ressorti. Et avec nous sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous sera question de cette fermeture d'école à Doujani 2, une première dans l'établissement. Vous nous direz pourquoi les parents ont-ils agi de la sorte dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce mardi 23 février. La tension était palpable ce matin au conseil départemental avec une nouvelle fois l'octroi de mer au cœur de tous les maux. L'intersyndicale patronale a finalement, grâce à son forcing, pu rencontrer les élus du département ce matin, tandis qu'une autre rencontre se déroulait à 17h. Explication. L'école élémentaire de Doujani 2 a été bloquée ce matin. Et une fois n'est pas coutume, les causes du mécontentement sont les mêmes qu'ailleurs, entre insalubrité et insécurité. Nous nous sommes rendus sur place afin de constater l'étendue des dégâts. Reportage. Des élèves en 4e au collège de Kawenien participent actuellement à une étude sur le corail mahorais. Ces jeunes ambassadeurs de l'environnement s'investissent depuis plusieurs semaines afin de faire un état des lieux de certains récifs coralliens du département. Rencontre à la fin de cette édition. Il l'avait annoncé hier, les chefs d'entreprise du département étaient devant le conseil départemental ce matin. Près d'une centaine de personnes est ainsi venues réclamer l'annulation de la délibération du 10 décembre dernier portant sur les nouveaux taux d'octroi de mer. Mais à l'arrivée du président, le ton est monté et l'hôtel du département a une nouvelle fois été envahi. Une rencontre a finalement eu lieu quelques minutes plus tard. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le ton est monté très haut ce matin au conseil départemental. Tout a d'abord commencé avant l'arrivée des élus, puisque dès 6h30, une centaine de personnes étaient en poste devant l'hôtel du département. C'est donc très remonté qu'ils ont accueilli le président Souaba Adine Ibrahim Ramadani. Mais comment expliquez-vous que les autres DOM appliquent 0%? Comment expliquez-vous cela, monsieur? On n'est pas au DOM, nous. On n'est pas dans les autres DOM, on est à Mayotte. Écoutez, voilà. Monsieur le Président vient de nous dire que nous ne sommes pas un DOM. Non, j'ai dit que nous ne sommes ni la Réunion, ni la Martinique, ni la Guadeloupe. Ah bon? Ben oui. On a voulu la départementalisation, monsieur le Président. Nous sommes département, mais de Mayotte. Nous les pas plus, nous les pas moins. On est département de Mayotte. On n'est pas département de la Réunion, on n'est pas département de la Martinique, on n'est pas le département de la Guyane. Le président est loin d'avoir convaincu les manifestants et Thierry Gallarme a alors consulté ses troupes qui ont investi le conseil départemental. Alors le président est venu sur le perron du conseil départemental et nous a déclaré qu'il n'était pas disposé à nous recevoir dans l'immédiat. Donc l'Assemblée générale des grévistes a décidé à l'unanimité, il y a eu un vote, d'investir les locaux du conseil départemental et si possible l'hémicycle. Comme vous le voyez, toutes les issues ont été barrées, donc nous avons enjambé le portail. Le président nous a dit que nous ne sommes plus en 1789, je lui ai dit que si. En 1789, le peuple se révoltait parce qu'il ne pouvait plus se payer de pain à cause des impôts. Aujourd'hui, le peuple mahorais est affamé par les impôts, est affamé par l'octroi de mer. Les entreprises sont en train de mourir. À l'heure où je vous parle, ils nous ouvrent même le portail. Regardez. L'intersyndicale patronale investit les locaux du conseil départemental. Le patron du MEDEF a ensuite tenu des propos lourds de sens, revenant notamment sur le lapsus du président Ramadani. J'étais très choqué par les propos du conseil départemental qui m'a dit « Monsieur, Mayotte n'est pas un département d'outre-mer ». Je ne comprends pas. Des générations de Mahorais se sont battues pour la départementalisation et aujourd'hui ce président nous dit que nous ne sommes pas un département normal. Donc j'aimerais qu'il nous dise ce que nous sommes.
Effectivement, nous ne sommes pas un département normal, puisque nous sommes un département où se pratique un impôt confiscatoire. Or, la Déclaration des droits de l'homme prévoit que lorsque le peuple est opprimé, son devoir est de se révolter, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Demain, ce seront les syndicats de salariés qui sont dans la rue, aujourd'hui ce sont les patrons, et je crois qu'on est vraiment en route vers une situation qui est aussi explosive qu'en 2011, à une différence, c'est que nous faisons tout de façon pacifique. Vous avez pu constater qu'à aucun moment la circulation n'était perturbée. Vous savez ce qui a le plus gêné les élus, c'est que nous avons bloqué le parking des voitures de fonction. Ça les a mis dans une colère pas possible, parce que ces messieurs ont dû se garer comme de simples citoyens. Une fois les esprits apaisés, le président et plusieurs élus de la majorité ont reçu une délégation patronale. Après plus d'une heure de discussion, les patrons sont ressortis relativement satisfaits et confiants, en attendant une nouvelle réunion prévue à 17h en présence du cabinet d'expertise en charge de l'octroi de mer. Ce que l'on attend de cette réunion, c'est un acte, quelque part, mais un acte ne serait-ce que moral, disant effectivement on va revoir la question de l'octroi de mer, et notamment sur les produits du BTP, même si après le président nous a dit qu'il a besoin de convoquer une assemblée plénière extraordinaire pour acter politiquement. Mais c'est une assemblée qui peut se réunir, on va dire, sous une semaine. Mais si au moins ce soir, on a déjà le mot d'ordre, quelque part, disant que la révision est actée, même en off, si elle est politiquement validée à terme, ça nous conviendra. Après cette réunion du matin, le conseil départemental a été évacué, même si la mobilisation continue et que seuls des actes concrets pourront mettre fin à ce mouvement. Et en marge de ces événements se tenait ce matin une nouvelle séance plénière, la deuxième de ce mois. Et si les délibérations ont commencé plus tard que prévu, les rapports ont bel et bien été mis aux voix et adoptés pour la plupart. Et même si une fois n'est pas coutume, des désaccords majeurs ont animé la séance. Des accords entre élus de la majorité et élus de l'opposition, avec en tête Daniel Zaïdani, un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Après la tempête, le calme. En effet, si la matinée a été très mouvementée, faisant craindre l'annulation de la séance plénière, celle-ci a finalement eu lieu. Parmi les rapports importants du jour, la réorganisation des services, les mandats spéciaux des conseillers départementaux ou encore le fameux PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Il y a en ce moment la validation du PPI quand même qui retrace les grandes lignes de cette mandature. Là aussi, je pense qu'il y a une harmonisation. Tout le monde se retrouve, notamment là j'ai vu qu'on va aussi, il y a une ligne spécifique aux études et parmi les études il y a le contournement de Mamoudzou. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que tous les jours au quotidien les Mahorais se rendent compte que, enfin tout le monde se rend compte de toute façon que c'est devenu pratiquement invivable et donc il est très important qu'on s'y attelle. On sait pertinemment que ça fait partie de ce qu'on appelle les projets, des grands projets, certes qui ne pourront pas se réaliser au cours de cette mandature, mais d'ores et déjà, il faut avoir posé les bases. Pour Daniel Zaïdani, une nouvelle fois très concerné et très interrogateur, voire sceptique quant au contenu de certains rapports, les élus de la majorité continuent leur marche en solitaire. Il y a ce que propose l'exécutif. Ils nous présentent des rapports, souvent angéliques, souvent qui donnent envie de croire en l'avenir. Quand vous avez, lors de la dernière séance du 4 février, qu'on nous présente un plan de mandature, qu'on parle de routes de contournement, de ponts, de projets d'envergure pour Mayotte, et que vous constatez que dans le PPI, pour les 6 prochaines années, aucun des projets phares qui se trouvaient dans le plan de mandature se retrouve dans le PPI. Les PPI, c'est le document d'exécution des actions en termes d'investissement. Donc on voit bien finalement que d'un côté on nous vend des rêves et de l'autre côté on nous vend une réalité bien pâle. Maintenant il n'y a plus de démonstration. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de faire savoir ce qui se passe au conseil départemental. Ils sont là pour 6 ans, ils font ce qu'ils veulent, la population ne pourra les juger qu'en 2021, ils le savent, donc ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre, que ce soit pour le bien ou pour le mal du pays. Du côté de l'ancien président du Conseil général Ahmed Atoumani Douchina, le discours est moins virulent, même s'il regrette le manque de concertation lors de l'étude des dossiers. On ne peut pas être toujours au même diapason que les autres, dans le sens où nous ne sommes pas forcément associés au
aux discussions préalables. Si on était associé, on ne demande pas vraiment à prendre les décisions, mais au moment de l'étude des dossiers, parce qu'il y a un passage en commission de lecture, on était associé au débat. Je ne crois pas qu'on aurait ce genre de comportement, puisque nous avons chacun, même dans la majorité, ce qu'ils appellent leur majorité, ils n'ont pas forcément la même analyse, la même approche sur chaque dossier. Mais c'est aplani à partir de discussions. Donc c'est tout à fait naturel que nous exprimions notre avis sur les dossiers, sur les décisions qui sont proposées là. Et je crois encore une fois, c'est le jeu de la démocratie. Le jeu de la démocratie. Le porte-parole de la majorité est d'accord avec cette analyse et rejette toutes les accusations liées à un manque de débat. J'inscris ça dans le cadre du jeu politique. On est dans la démocratie, c'est tout à fait normal qu'il, à un moment donné, s'il s'estime lésé, qu'il réclame, mais bon, ça se passe toujours dans la cordialité, c'est ce qu'il faut. Là, on adopte, mais il y a des débats, il peut y avoir des amendements, on peut discuter, rediscuter, mais au final, on est animé pour faire avancer, développer Mayotte, et on se retrouve à la fin, on adopte les rapports. Cette nouvelle séance plénière aura été une nouvelle fois très animée, confortant une scission qui semble devenue définitive entre majorité et opposition. Alors Thierry Galarme nous a rejoint tout à l'heure suite à la réunion tenue au conseil départemental avec, semble-t-il, de bonnes nouvelles, n'est-ce pas Thierry? Oui, en effet, Amina, ça n'aura pas été une journée de lutte pour rien, puisque nous sortons de 2 heures de réunion au conseil départemental. L'accord qui a été conclu entre le conseil départemental et l'ensemble des entreprises qui étaient là, la coordination, le MEDEF, etc., est la suivante. Le conseil départemental s'est engagé à faire une séance le 7 mars, au cours de laquelle sera redescendu à 5% le taux de tous les matériaux de construction objet de la grève, qui était à 30%, et les 2 parties ont pris l'engagement de se réunir régulièrement pour trouver un accord avant le 30 juin sur le taux qui sera applicable le 1er juillet. Alors, est-ce que ces accords sont rétroactifs? Comme vous le savez, aucun accord, aucune loi, aucun acte administratif ne peut être rétroactif. Alors là, on l'a vu, c'était des échanges musclés ce matin au conseil départemental. Est-ce qu'il fallait en arriver là pour vous? Parce que la preuve, ça a payé. Votre question est très, très délicate, hein. Est-ce que c'est la négociation de cet après-midi qui a payé? Est-ce que c'est les échanges musclés de ce matin qui n'ont pas été que musclés, hein? Je dirais que le mouvement a duré de 6h30 jusqu'à 10h30. Il y a eu 5 minutes musclées. C'était l'entrée dans l'hémicycle. Bon, voilà. Et en plus, il y a eu un malentendu parce que la bousculade était née du fait que certaines personnes voulaient quitter l'hémicycle, d'autres voulaient y rentrer. Donc non, je pense que c'est la bonne volonté. Les élus avaient pris conscience de la gravité du problème bien avant notre grève. Notre grève a précipité le calendrier parce que véritablement, le MEDEF considérait qu'il y avait un état d'urgence économique. Alors on sait que le président de la FMBTP, Mohamed Naoui, a démissionné aujourd'hui. À votre réaction? Écoutez, j'en suis attristé, hein. C'est un des personnages du syndicalisme mahorais. Il a apporté sa pierre à l'édifice du syndicalisme patronal. La FMBTP est un syndicat de branche du MEDEF, tout comme l'est l'Union de l'hôtellerie. Dans d'autres départements, il y a d'autres branches. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires internes de la FMBTP. Il appartient maintenant aux membres de la FMBTP d'étudier ce problème, soit de refuser la démission et de convaincre leur président de revenir dessus, soit d'élire un nouveau président. Vous savez, si je suis ici, c'est parce qu'un jour le MEDEF a changé de président. Ça fait partie de la vie des organisations syndicales de changer de président. Donc clairement, là, à partir d'aujourd'hui, les entreprises mahoraises peuvent enfin souffler. En tout cas, sur l'objet de la grève d'aujourd'hui, le résultat est obtenu. Il y a quand même pas beaucoup de cas dans l'histoire de Mayotte où une grève a donné un résultat en une journée. Souvenez-vous du mouvement de 44 jours. J'avais dit que je ne serais jamais le président d'une grève de 44 jours.
La première grève qu'a organisée le MEDEF à Mayotte a duré une journée. Elle a commencé à 6h30 et à 19h, un protocole de sortie de crise était conclu. Merci beaucoup Thierry Galarme. Je rappelle que vous êtes le président du MEDEF. Et pour la première fois ce matin, les parents d'élèves de l'école élémentaire d'Oujani ont fermé l'établissement. Pour quelles raisons? Les mêmes que de nombreuses écoles du département. Insalubrité, insécurité, bref, rien ne va plus dans l'établissement. Plusieurs élèves sont même tombés malades et les parents d'élèves accusent directement l'État des sanitaires. Ils étaient donc une poignée à manifester ce matin dans l'espoir d'être reçus par les services de la mairie. Reportage de Shakila Issouf et Adèle Laurent. L'horreur a atteint des sommets dans ces sanitaires de l'école élémentaire de Doujani 2. Les parents ne supportent plus cette situation et ont décidé ce matin de bloquer l'entrée de l'école en attendant des actes de la part des autorités. Il y a beaucoup de choses qui sont périmées. Il y a le ventilateur que ça ne marche pas. Il y en a des prises, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de sécurité. Il y a même les vitres, ils sont tous cassés là-bas. Quand il y a de la pluie, les enfants, ils sont mouillés là-dedans. On a clôturé l'école wanata wasivira jahi tambisha wanata maklasini wavosha gute zao na huabubua safikira kojo dai mbashtuzo zirengelezewe wanata sijai tambishwa namna hiyo apres zadunga na vavo wanata twasivula gute za mengeha wasirta shtuyo iranjiwe normali. Si dans de nombreux établissements de l'île, les parents d'élèves ne cessent de fermer les écoles et de mener des actions de grève, rien ne semble évoluer. Lior midzi girevumba wanata wastambi hamalagoni waji wajaringalizi miraba malikoli kawasahamba wasahadi wasi rilau banu barende la meri rende raungali rahenda wala tarsua one ridunge tur pashimarkia taxi bana mwende zanyu rende tura jitie yela tsunu manangu tsuno abanrangu zuzi morota aila hombio mama nsange mrabani basoka busimraba ambabani mraba wona uchafi waikangia mraba no mraba pia de ban. Cette mère de famille qui témoigne prend soin de sa petite fille qui a attrapé la grippe et ne va plus à l'école depuis une semaine. Il y a des choses qui sont sales, qui sont mauvais, il y a des cacas qui sont partout par terre. Ça sent mauvais le pipi. Moi, j'aime pas rentrer dans les toilettes de l'école. Psychologiquement affecté par une situation d'insalubrité qui a de quoi faire honte à l'école de la République, les parents promettent de ne pas cesser leur mouvement tant qu'une solution ne sera pas trouvée dans cette école élémentaire de Doujani 2. Avec nous, Pierre Bellucci. Pierre, on a vu cette école de Doujani 2 fermée pour la première fois avec les mêmes problèmes que d'autres établissements. D'ailleurs, on a vu des images assez choquantes. Oui, assez choquante. Oui, toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'insécurité, l'insalubrité. Dans cette même école, il y a eu un ventilateur qui est tombé. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais on voit un peu l'état de certaines écoles. Rappelons quand même ce qu'est l'école. C'est le fondement de notre société, de notre République aussi. Donc c'est quelque chose d'important. Lorsqu'on voit un peu l'état de délabrement de certains établissements, ça en dit long quand même sur la situation du département et sur la gravité, et aussi sur le manque de considération pour tous ces jeunes élèves qui travaillent dans des conditions absolument inacceptables. On le voit, c'est absolument honteux. C'est la honte de la République, n'ayons pas peur des mots. Lorsqu'on voit des images comme ça, dans des écoles où il y a des enfants, c'est vraiment alarmant. Et puis surtout, on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction. Alors effectivement, il y a un problème d'argent. Les services de la mairie ont été contactés, ont été alertés par ce problème. Tout à fait, plusieurs fois, à de nombreuses reprises, et dans d'autres écoles aussi. Maintenant, effectivement, il y a tellement d'écoles. Alors il y a des solutions qui sont trouvées sur le court terme. Malheureusement, ce ne sont pas des solutions durables parce que ça coûte beaucoup d'argent aussi, ces écoles. On sait aussi le manque de salles de classe qu'il y a, mais il y a aussi cette problématique de toutes ces écoles qu'il faudrait rénover, qu'il faudrait réhabiliter, qu'il faudrait remettre aux normes. On se souvient... Ça a un coût. Tout à fait, ça a un coût et le problème il est là, c'est là que le bas blesse, comme toujours, le nerf de la guerre, l'argent, et encore une fois, malheureusement, ce sont des enfants qui sont touchés par ça, donc c'est vraiment compliqué. Ensuite, les autorités, effectivement, elles prennent un peu à bras-le-corps le problème, mais lorsqu'il y a des blocages, alors tout à l'heure on se posait la question avec Thierry Galarme, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une action qu'on a réagi? On a un peu l'impression que malheureusement à Mayotte c'est souvent le cas. Là en l'occurrence, voilà, ils réagissent, ils bloquent l'école pour dire stop, ce n'est plus possible. Maintenant il faut
faire quelque chose rapidement. Donc voilà, les autorités, alors que ce soit l'État ou que ce soit là, en l'occurrence les communes, pour ces écoles élémentaires, il faut que les autorités réagissent maintenant. Effectivement, il y a un problème de financier qui fait qu'il est compliqué de trouver l'argent pour ces écoles, mais je pense que c'est vraiment une priorité parce qu'on ne peut pas laisser des enfants étudier dans des conditions comme ça. C'est absolument c'est aberrant, quoi. Il n'y a pas de nom en fait pour exprimer ça, et c'est vrai qu'à chaque fois on fait beaucoup de sujets là-dessus et on est à chaque fois révolté parce qu'on se dit que vraiment il y a un gros problème et ça en dit long aussi. Merci beaucoup Pierre. De toute façon, on suivra cette action des parents d'élèves de l'école élémentaire de Doujani 2. Et ce matin, une jeune fille de 21 ans a été emportée par les eaux de pluie après avoir trébuché dans un caniveau se trouvant en face du stade de Cavani. Fort heureusement, la jeune fille est saine et sauve et a pu être repêchée par des passants proches du rond-point du Baobab. Les pompiers l'ont ensuite conduit au CHM, mais cet épisode n'est pas sans rappeler de mauvais souvenirs sur le département. Plus de précisions dans ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimné. Selon les témoignages, la jeune fille lavait ses vêtements dans un caniveau près du stade lorsqu'elle était emportée par les eaux pluviales. La maman de la jeune fille a très vite alerté les passants qui se sont mis à sa recherche en suivant le courant des eaux du caniveau. Une patrouille de police municipale qui se rendait à Passamainté a été interpellée par les riverains, ce qui leur a permis d'intervenir rapidement. Nous, on vient de la patrouille à Passamainté. Dès notre arrivée là, on a vu des gens qui sont entourés, au milieu desquels il y a des gens qui nous interpellent. Venez, parce qu'il y a une dame qui était apportée par des eaux pluviales. Donc là, on s'est arrêté sur place immédiatement et on est allé secourir la dame. Elle va bien, mais elle est un peu affaiblie. Elle est un peu affaiblie par les eaux. Les eaux sales, souillées, des trucs comme ça, voilà, elle est affaiblie. Les pompiers ont rapidement répondu à l'appel au secours et ont évacué la victime au CHM. En cette saison des pluies, la plus grande vigilance doit être de mise, notamment pour les parents. Et autres sujets qui font l'actualité de ce mardi 23 février, l'élection présidentielle aux Comores ou encore le rapport du défenseur des droits des enfants. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Jacques Toubon, défenseur des droits, délégué à une mission sur le département en septembre dernier. Conduite par Geneviève Avenard, défenseur des enfants, ce travail a donné lieu à un rapport sur la situation de la protection et des droits des enfants à Mayotte. La délégation avait rencontré les élus et les cadres en charge de la protection de l'enfance et conforté le réseau territorial en place. Plusieurs visites de terrain avaient ensuite été effectuées afin de mesurer l'effectivité des recommandations préalables de l'institution. Les analyses qui en découlent laissent cependant entrevoir une réalité peu reluisante. Immigration galopante, économie parallèle, afflux massif de Kwassa d'enfants en période de rentrée scolaire, tensions communautaires. Le constat est sans appel. Les mineurs se retrouvent confrontés à plusieurs degrés d'isolement et alors que le schéma directeur de l'enfance et de la famille 2010-2015 envisageait plusieurs axes d'intervention dans ce domaine, force est de constater qu'aucune des mesures n'a été mise en œuvre par le conseil départemental. Suite aux 3 réunions organisées par les services de l'État au sujet des difficultés rencontrées dans les transports scolaires, les contrôles et la sécurisation des lignes et des établissements vont être renforcés. Une opération conduite par la gendarmerie a été réalisée hier aux abords du collège de Bandrélé. Ainsi, 14 gendarmes et 2 policiers municipaux ont procédé au contrôle de 25 bus scolaires et de leurs passagers. En marge de cette opération, des groupes de jeunes ont été contrôlés aux abords des établissements scolaires de la commune. Cela a permis de découvrir un couteau à l'intérieur du sac d'un jeune homme qui a été conduit à la brigade de Mzouazia, où il a fait l'objet d'une procédure pour port d'armes prohibée. Les forces de l'ordre seront amenées à renouveler ce type d'opération sur le département dans les jours et semaines à venir. Le premier tour des élections comoriennes s'est déroulé dimanche et conformément à la Constitution, Ikililou Douanine, président sortant, ne se représentait pas. Celui-ci étant originaire de Moélie, son successeur sera de Grande Comore puisque la présidence de l'Union est tournante. Parmi les favoris du premier tour figurait le candidat du pouvoir sortant et vice-président, le colonel et ancien chef de l'État Assali Assoumani, Fahmi Saïd Ibrahim, petit-fils de sultan soutenu par l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, le gouverneur de la Grande Comore Mouini Baraka et l'ex-président de l'Assemblée fédérale Bourhan Hamidou.
Seuls les électeurs de Grande Comore étaient appelés aux urnes lors de ce premier tour, contrairement au second où l'ensemble du corps électoral sera concerné. Si les votes se sont déroulés dans un calme relatif, des irrégularités mineures ont toutefois été constatées par les observateurs. À l'issue du scrutin, de nombreuses estimations provisoires ont circulé en fonction des médias et des partis politiques. Une guerre des chiffres entre info et intox, car si Mohamed Ali Swali et Assali Assoumani semblent faire partie du trio selon les différentes estimations, les choses se compliquent entre Fahmi Saïd Ibrahim et Mouini Baraka. Les résultats officiels et définitifs peinent à tomber, ce qui en dit long sur la situation du pays. Les élections aux Comores ont eu lieu ce dimanche, du moins le premier tour. Les résultats officiels sont encore attendus. Et on parle de cela avec vous, Thierry Galarme, vous qui êtes le président du MEDEF, une élection que vous suivez de très près. Oui, effectivement. D'ailleurs, plusieurs candidats ont contacté Pierre Gattaz, le président du MEDEF à Paris. Nous suivons l'élection de très près parce que nous souhaitons de tout cœur, en tant que chef d'entreprise, qu'il y ait un régime politique stable aux Comores, qui utilise l'aide internationale pour construire des écoles et des hôpitaux aux Comores pour réduire l'immigration clandestine à Mayotte. Ça, ce sera déjà un bon point pour Mayotte. Et également, qui donne confiance aux entreprises mahoraises d'aller investir aux Comores, trouver des nouveaux marchés, participer au développement. Que les Comoriens soient heureux de rester dans leur pays, les Comores, et que nos entreprises puissent contribuer au développement de ce pays tout en obtenant de nouveaux marchés. Vous parlez en gros de la coopération régionale, c'est ce qui se fait déjà, qui est censé se faire en ce moment, Thierry Galarme. Moi je parle d'une coopération régionale win-win, gagnant-gagnant, et que malheureusement sans que l'aide internationale ne soit pas affectée à son objet initial. Alors donc si les élections se passent bien, est-ce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'entreprises mahoraises qui seraient prêtes à aller s'installer aux Comores? Oui, beaucoup d'entreprises qui sont adhérentes au MEDEF envisagent de s'installer aux Comores. Moi-même, je dirige une entreprise qui s'appelle Luvio Gilvi, qui avait démarché des entreprises aux Comores, que ce soit comme par exemple Comores Télécom, qui était l'équivalent de SFR. Il y a quelques années, nous avions fait des marchés avec cette entreprise avant qu'il y ait de l'instabilité politique aux Comores. Oui, demain, les Comores peuvent devenir un marché pour les entreprises mahoraises, à condition qu'on ait une stabilité économique et politique aux Comores. C'est le résultat, nous le dirons, donc on les attend prochainement et on en parlera sur cette antenne. Et une expérience enfin plus transdisciplinaire pour former les jeunes à la collecte de données scientifiques. C'est l'action mise en place par l'association MESO et à laquelle s'est greffée l'équipe pédagogique et de direction du collège de Kaweni 1, alliant sport, mathématiques et SVT. Cette action s'adresse aux collégiens de la classe de 4e option développement durable. Objectif, cartographier les richesses sous-marines présentes à Mayotte et plus particulièrement autour de l'îlot Bambo. Plus d'informations en regardant ce reportage signé Adèle Laurent. Pour les élèves de la classe de 4e option développement durable de Kaweni 1, c'est une longue aventure qui a commencé. En effet, ils ont lancé avec leurs professeurs une opération de comptage et de suivi du corail. Pour cela, ils ont appris en amont avec leur professeur principal et professeur de sport Françoise Pontière à nager, à faire du kayak et du PMT, palmasque, tuba. Leur professeur de SVT les a formés aux méthodes de collecte de données sur les coraux et grâce à leur professeur de mathématiques, ils ont pu traiter, analyser et valoriser ces données. Un travail complet fourni par ces jeunes, dynamiques et motivés. On a appris tout ça pour aller à l'îlot Bambo Ouest et observer le corail. On a des sortes de tablettes et un crayon qui nous permet d'écrire sur l'eau. Et on note l'état, le nombre de colonies du corail qu'on observe. On a fait plusieurs sorties, on a fait des découvertes. Dans le lagon, on a un peu fait des relevés. On a aussi essayé de compter les coraux et de voir comment ils sont, comment elles vont. Une véritable investigation scientifique des collégiens. Les données collectées iront s'ajouter à celles déjà existantes, ce qui permettra de décrire l'évolution de l'état de santé de notre environnement corallien.
Pour leur professeur de SVT, Alban Jamon, ces collectes de données scientifiques sont indispensables pour observer cette évolution et pour pouvoir agir en conséquence. Mais ce n'est pas le seul but de cette opération. À long terme, c'est l'apprentissage de nos élèves, c'est créer des vocations, c'est que l'environnement aille mieux, c'est de créer des métiers et du vivre ensemble. Surtout à une période où à Mayotte on parle beaucoup de ce qui ne va pas. C'est sûr que voir des jeunes de Kaweni dynamiques travailler dans d'autres villages comme sur la commune de Bandrélé, sur la commune de Kungu pour l'apprentissage de la natation, s'intéresser à leur patrimoine, participer activement au projet, c'est très encourageant et ça donne beaucoup d'espoir pour la future gestion durable de notre environnement naturel sur l'île. Des collégiens investis qui découvrent leur île et profitent de ses richesses. Moi je me sens maori, j'ai envie de découvrir en fait ce qui se passe et de connaître un peu le lagon parce que ça fait des années que je suis ici, je ne connais rien du lagon et d'après ce que je vois, maintenant qu'on est dans cette classe, est-ce que je vois ce qui se passe là-bas et parce qu'on a regardé, on voit précédemment les relevés qui étaient faits par les personnes qui étaient chargées de faire, c'était bien mais maintenant on voit que les coraux commencent à se développer, il y en a qui sont encore malades. Il y a beaucoup de corail qui sont en très bonne santé, qui sont jolis à voir. Ça fait plaisir d'y nager, ce qui nous donne envie de nager dedans. Non, les coraux, je pense comme tout le monde qu'on ne s'en lassera jamais. Cette jeunesse constitue bel et bien l'avenir de Mayotte. En effet, ces collégiens deviendront peut-être les futurs gestionnaires de l'environnement mahorais. En attendant, la connaissance scientifique du lagon et de ses récifs coralliens s'agrandit grâce à cette opération, ce qui permettra de mieux protéger les richesses sous-marines de Mayotte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à voir et revoir sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Et dans quelques instants, Ornella Périne vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Bella Hadj. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Daniel Zaidani avec qui il sera question du nouvel organigramme du conseil départemental. Et à 7h30, la parole sera donnée à un représentant du MEDEF pour un point sur la manifestation de ce matin et sur le protocole de sortie de crise. Excellente soirée à vous sur KTV.